Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Vous avez envie d'oser la reconversion mais vous avez peur de vous lancer seul? Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, ce sont des équipes à votre disposition gratuitement pour vous aider à financer votre conversion. Dans le dernier épisode d'Oser la reconversion, nous avons reçu Pascal et Thierry de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine qui nous ont présenté les différents dispositifs d'accompagnement financier dédiés à la reconversion professionnelle. Leur métier, c'est changer le vôtre. Grâce à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez suivre une formation pour changer de métier tout en restant salarié de votre entreprise. Démissionner de votre job pour créer votre entreprise tout en percevant les allocations chômage ou faire reconnaître votre expérience professionnelle pour faire évoluer votre carrière. En plus des accompagnements financiers, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine propose également une offre de services complète, entièrement gratuite, avec des rendez-vous individuels, des ateliers et des webinaires adaptés à chaque étape de votre projet professionnel. Vous travaillez ou vous habitez en Nouvelle-Aquitaine et vous souhaitez changer de métier ou faire évoluer votre carrière? Prenez dès maintenant un rendez-vous gratuit pour échanger sur votre projet professionnel et les possibilités de financement sur www.transition-pro-na.fr, rubrique Prenons contact, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Scarlett. Après avoir travaillé en finance de marché à Paris pendant 10 ans, Scarlett a fondé la marque de mode Carlos Paris, une marque entièrement made in France, spécialisée dans les robes inspirées des années 60-70. Toujours première de la classe, Scarlett est encouragée par ses professeurs à emprunter une voie scientifique, la voie royale. Elle continue ensuite en économie à Dauphine à Paris et se spécialise en finance de marché. Scarlett travaille pour une société de gestion d'actifs, elle investit et gère des fonds pour les faire fructifier pour des fonds de pension, des assureurs. Son côté compétiteur et la rémunération élevée prennent le dessus. Les années passent jusqu'à son premier congé maternité avec une pause forcée. Elle se retrouve alitée à 5 mois de grossesse. Démarre alors une introspection forcée. Elle réalise alors qu'on n'a qu'une vie et qu'elle veut explorer sa créativité et réaliser son rêve depuis toujours, devenir styliste et lancer sa marque de mode. Carlos Paris est né au printemps 2022, une marque de mode spécialisée dans la robe, inspirée des années 60-70, entièrement made in France, en édition limitée, réalisée à partir de chutes de maisons de luxe. Alors avec Scarlett, on a évoqué comment elle a choisi la voie sécuritaire à sa créativité, comment elle a fait face au monde masculin de la finance, comment elle a vaincu son manque de confiance en soi pour reprendre le contrôle de sa vie, comment la maternité a changé sa vision de la vie, comment elle s'est formée au métier de styliste et ses rêves pour Carlos Paris. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Scarlett. Bonjour Scarlett, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci à toi de m'offrir cette opportunité de participer ce matin. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Oui, bien sûr. J'ai créé ma marque et mon entreprise de prêt-à-porter qui est dédiée à la robe, Carlos Paris, dans laquelle je suis pleinement engagée depuis février. Alors, c'est super marrant parce que t'es déjà rencontrée puisque tu m'avais invitée en tant qu'influenceuse à ton premier événement influenceur pour ta marque et on a beaucoup en commun. Est-ce que tu peux nous parler de ta précédente carrière et surtout, ça n'avait rien à voir avec ce que tu fais actuellement? Oui, exactement. C'est vrai que c'est très rigolo parce que quand du coup, j'ai découvert ton profil, ce que tu faisais, ton compte Instagram, une des choses qui m'a marqué, c'est notamment l'histoire que tu relates sur ta propre expérience, donc à savoir que tu as commencé ta carrière dans le droit. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même vraiment rigolo parce que je vais la rencontrer donc à l'occasion de ce petit événement d'influence que j'ai organisé. Et moi-même, j'ai une histoire en commun puisque la mode n'a pas toujours été la voie professionnelle dans laquelle j'ai eu mes premières années d'expérience, puisque moi, j'ai commencé ma carrière en finance de marché. Donc, absolument rien à voir. Donc, tu as fait ça pendant 10 ans quand même, hein, donc c'est assez long. Déjà, ça vieillit un petit peu, mais effectivement, j'ai fait ça pendant 10 ans. Non, parce que c'est vrai qu'on a tout type d'invités, parfois des invités qui ont fait ça 1 an, 2 ans, et 10 ans, c'est quand même beaucoup dans le sens où quand on n'aime pas forcément, 10 ans, ça peut paraître long. Toi, comment tu avais décidé de partir en finance? Est-ce que c'était pour faire plaisir à tes parents?
Pas vraiment. En fait, je pense que dans mon cas, alors bon, il y a plusieurs évidemment raisons qui peuvent expliquer ça. Je pense que ce qui est quand même important d'expliquer, mais j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir dessus par la suite, c'est que même si clairement c'était pas une passion, j'ai quand même, et la raison pour laquelle je suis restée 10 ans, c'est que c'est un métier qui m'a énormément intéressée et qui m'a apporté sur plein de niveaux. Donc sinon, je pense que quand même, j'aurais coupé court plus tôt. Donc, dans mon cas, ça a vraiment été un métier de fort intérêt. Après, ça a jamais été une passion, assurément, comme peut l'être la création au sens large. Comment j'ai débarqué en finance? Je pense que c'est une histoire que partagent probablement beaucoup de personnes et probablement qui t'écoutent aussi et qui suivent ton podcast. C'est un peu le parcours de la jeune élève, collège, lycée, du genre première de classe, du genre avec des bonnes notes, un peu dans toutes les matières, notamment les matières scientifiques. Je pense qu'à mon époque, et je sais pas si c'est encore autant le cas aujourd'hui, mais on avait encore un peu ce côté dans les collèges, dans les lycées, où on nous faisait comprendre que quand on était justement les bons élèves, il y avait des filières qui étaient à privilégier et des filières qui étaient à éviter, si on peut le dire. Et on avait tendance à nous indiquer que la voie royale, c'était les voies voilà, scientifiques, économiques, etc. Là où il y avait les matières comme la physique, les mathématiques à haute dose et compagnie. Et c'est vrai qu'il y avait quand même ce sentiment, ou en tout cas moi, c'est la manière dont je l'ai ressenti, une forme de pression qui était que quand on est une bonne élève, il faut qu'on fasse ça. Et sinon, sinon on va rater sa vie, sinon ça va être terrible, on va finir au chômage, etc. Et c'est vrai que quand on est jeune étudiante, qu'on n'est pas très sûr de soi de par sa personnalité et son caractère, on a tendance à suivre plus facilement la voie qu'on nous indique comme étant la voie un peu plus sécuritaire, la voie raisonnable entre guillemets. Donc c'est vraiment dans ce contexte que je me suis retrouvée à faire ensuite des études en économie et ensuite en finance et ainsi là, que s'est ouvert la première page de mon chapitre professionnel. Est-ce que tu dirais que en fait, tu as fait confiance aux autres en te disant que toi, tu savais pas forcément et puis qu'ils allaient t'indiquer la bonne chose à faire? Je pense que c'est surtout à moi que j'ai pas fait confiance. Ce serait trop compliqué, que j'avais probablement pas suffisamment d'atouts, de compétences qu'il fallait pour quelque chose qui justement nécessitait des métiers plus artistiques, qui sont plus incertains, qui tiennent beaucoup plus justement à la personne qu'on est, plus qu'à ses capacités, on va dire, intellectuelles, entre guillemets. Donc c'était plus, je me suis dit, j'ai un profil bon élève, j'ai quelques facilités en termes d'apprentissage, etc. Donc voilà, suivons, mise tout là-dessus Scarlett et fonce là-dedans. Et plutôt que d'écouter mon cerveau gauche qui était le cerveau beaucoup plus créatif et qui me titillait beaucoup et qui me disait bah non, tu sais que t'aimes dessiner, t'aimes la création, t'adores ça, alors essaie peut-être d'exploiter justement ce côté qui t'attire, le stylisme. Donc je pense que c'est plus que d'avoir écouté les autres, c'est surtout de moi de pas m'être assez fait confiance et d'avoir fermé assez rapidement la porte pour suivre une voie plus sécuritaire entre guillemets. Donc tu fais tes études à Dauphine et ensuite comment ça se passe quand tu fais tes premiers stages, ton premier job? Parce qu'en général c'est un peu la douche froide. Alors dans mon cas, ça a plutôt été l'inverse parce que c'est même si effectivement l'économie n'était pas une passion, la finance pas une passion, c'est au-delà, on va dire, du contexte de l'environnement, économie, finance, etc. Il y a des métiers et il y a des fonctions qu'on a au quotidien. Et moi, une grande partie de mes fonctions dans mon précédent métier en finance, c'était notamment la relation client, le marketing stratégique, etc. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment inspirantes et motivantes. La rencontre avec d'autres personnes, le côté vraiment relation client, tout ça, c'est des choses vraiment passionnantes. Et les premières années, finalement, déjà, moi, il faut remettre dans le contexte. Je suis arrivée pour mes études, donc moi, je viens de Biarritz. Je suis arrivée à Paris pour faire Dauphine. Pour moi, à ce moment-là, j'étais plus dans une optique, c'est fantastique, j'arrive à la capitale. C'était vraiment un rêve pour moi de venir à Paris, de faire mes études à Paris. La Dauphine, en plus, c'est une université qui est vraiment super sur plein d'aspects, qui est très enrichissante, ou voilà. Enfin, c'était complètement différent. Moi qui venais d'un petit collège, lycée de province, donc des tout petits effectifs, etc. Là, je débarquais vraiment dans une grande université avec une histoire très riche, avec beaucoup d'élèves du monde entier, des parcours complètement différents, des histoires différentes. Donc, c'était assez grisant, en fait. Et moi, ce qui est sûr, c'est que mes années d'études ont vraiment été des super années. Pendant le master que j'ai fait en finance ensuite, c'est des relations, enfin vraiment des contacts, des amitiés très fortes qui sont encore justement aujourd'hui vraiment mes grandes amitiés. Donc ça, c'était vraiment un aspect plus grisant. Et de la même manière, les premières expériences en finance, c'est pareil. C'est là, au final, qui est un peu paradoxal, c'est que même si c'est pas une passion, même si voilà, c'est pas quelque chose qui nous prend en tripes, etc., on a quand même ce côté très un peu compétition, ce côté un peu challenging où on veut vraiment donner le meilleur de soi-même, montrer qu'on est capable de vraiment être à la hauteur.
En plus, c'est des environnements qui traditionnellement ont été assez, enfin, et encore aujourd'hui, assez masculins, etc. Donc, quand on est une jeune femme et qu'on arrive dans ce secteur, on a d'autant plus, quelque sorte, la niaque et l'envie vraiment de montrer qu'on est tout à fait à la hauteur, qu'on est capable et qu'on peut se faire sa place. Donc, à ce moment-là, c'était plus ce côté de vraiment vouloir y aller à fond, vouloir faire ses preuves, vouloir montrer qu'on était compétente largement autant que les autres, voilà, qu'on avait la capacité vraiment de se faire son petit trou là-dedans. Donc c'était plus ce côté un peu challenge et grisant finalement qui l'emportait les premières années. C'est vrai qu'en plus, il y a l'adrénaline parce que surtout en finance de marché, il y a les bonus à la fin de l'année. Du coup, j'imagine que ce côté bon élève, en fait, ça reste où tu te dis, j'ai envie d'avoir des bonus, j'ai envie d'avoir les promotions. Ouais, bien sûr. Il y a les aspects financiers et ça, c'est une des composantes dans ces métiers qui, au-delà de l'aspect plus sécuritaire, il y a aussi, et c'est une réalité, un certain confort financier, une certaine sécurité aussi de ce côté-là, qu'on acquiert finalement assez vite par rapport à d'autres métiers, d'autres fonctions, d'autres environnements. C'est vrai qu'en finance notamment, mais comme dans d'autres secteurs, assez jeune déjà, on a des bonnes rémunérations, etc. Donc après, ça va aussi en contrepartie de métiers qui sont vraiment assez stressants par moments, ça c'est une réalité, qui sont très exigeants, comme beaucoup d'autres métiers. Mais effectivement, il y a cet aspect rémunération qui entretient ce côté de vouloir encore plus faire ses preuves. Dans mon cas, c'était au-delà de vraiment de voir cette rémunération, le bonus, etc. comme un objectif, c'était plus, et là je pense qu'on en revient toujours à la personne que je suis, qui a toujours un peu manqué de confiance en soi, c'était plus le côté de vouloir vraiment montrer que j'étais capable. Donc le prouver à moi et le prouver aux autres, avoir toujours l'impression qu'il fallait vraiment que je sois la bonne élève pour vraiment montrer que j'avais pas volé ma place, que j'avais pas volé mon poste et que je méritais d'être ici. C'est vraiment cette exigence envers moi-même de montrer que j'étais capable et que j'étais à ma place et que je l'avais pas volé. Et tu faisais quoi exactement? Donc, est-ce que toi, c'était trader? Est-ce que tu peux peut-être nous parler exactement de ce que tu faisais, un petit peu ton quotidien, si tu peux essayer de le formaliser, parce que je sais que c'est pas évident. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a tellement de métiers en finance, c'est très large. Alors moi, je vais essayer de le présenter de la manière la plus générale possible. Donc, mon intitulé exact, c'était spécialiste en investissement, product specialist, comme on dit en anglais. Et donc ça, concrètement, donc moi, je travaillais dans une société de gestion d'actifs. Donc mes clients, c'était pas des particuliers, c'était pas comme toi et moi, c'était des institutionnels, donc des fonds de pension, des assureurs, etc. Pour lesquels, au sein de l'équipe à laquelle j'appartenais, on gérait leurs fonds. Donc ils nous confiaient leurs fonds. Nous, on devait les gérer en les investissant sur les marchés de telle sorte à les faire fructifier sur le long terme. Et moi, dans cet environnement-là, j'étais à cheval finalement entre ceux qui s'occupaient de la gestion, donc vraiment d'investir sur les marchés, d'investir dans des entreprises pour faire fructifier justement ces fonds qui nous étaient confiés. Et j'étais donc vraiment à cheval entre la partie gestion, des personnes qui investissent sur les marchés pour faire fructifier, et à cheval avec la partie plus commerciale. Donc vraiment les personnes qui, elles, allaient à la rencontre justement de ces clients institutionnels, des assureurs, des fonds de pension, etc., pour promouvoir nos compétences en interne dans la banque à laquelle j'étais rattachée, notre capacité justement à gérer leur portefeuille. Donc c'est ça qui était assez grisant et assez intéressant dans ces fonctions, c'est qu'elles étaient très plurielles. Il y avait à la fois le côté vraiment intéressant intellectuellement de la proximité avec les marchés financiers et en même temps l'aspect qui m'a toujours énormément plu de vraiment contact client, plus marketing, communication, qui était une grande partie de mon travail. Et à l'occasion de ces années d'exercice dans ces fonctions de spécialiste en investissement, une des choses qui est aussi attache finalement et fait que les années passent, qu'on reste dans ce métier, dans ces fonctions, alors même qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait aussi vraiment nous plaire et voilà, et qui nous appelle une passion un peu sourde qui nous a jamais quittés, c'est justement les avantages qui vont avec. On évoquait bien sûr les avantages financiers, mais au-delà de ça, il y a aussi, dans mes fonctions, je voyageais énormément. Je voyageais beaucoup partout en Europe. Et ça, ce sont des aspects qui sont hyper enrichissants et qui contribuent aussi justement au quotidien à faire que une année passe, une autre. Même s'il y a beaucoup de stress, même si on n'est pas toujours vraiment aligné avec soi-même et aligné avec, encore une fois, avec ses centres d'intérêt, etc. On s'enferme un petit peu dans ce cercle et les années passent. On est toujours dans ces fonctions. On prend sur soi, on prend le stress sur soi, on intériorise beaucoup et un peu au détriment parfois justement de son bonheur au quotidien ou d'autres choses. Et donc tu disais que c'était un univers très masculin. Est-ce que tu peux nous en parler, comment toi tu le vivais? C'est que de manière générale, moi je suis une personne qui a toujours eu beaucoup d'amis masculins. Donc être entourée dans un environnement plutôt masculin, même à titre personnel, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange ou qui me gêne. Après, là où c'est un peu plus compliqué professionnellement, c'est le côté, en fait, il y avait un peu un cumul de deux choses dans mon cas. C'est quand je suis arrivée donc dans la banque dans laquelle je suis restée, il y avait essentiellement effectivement, c'était un environnement quand même très masculin, forcément des personnes un peu plus âgées que moi. Donc c'est vrai qu'on arrive,
Moi, je suis arrivée, j'ai débarqué en finance, j'avais 21 ans. 21 ans, une jeune femme, pas très sûre d'elle. Donc, il y avait beaucoup de cumul pour faire en sorte de faire entendre sa voix dans un milieu, voilà, où c'est quand même effectivement plus masculin, des personnes qui osent peut-être davantage s'affirmer, qui, pour certains, alors c'est évidemment pas, il s'agit pas de faire des généralités, mais pour certains ont un peu un côté quand même vieille France aussi, vieille école, où, bah, quand ils voient une jeune femme débarquer, surtout en rendez-vous d'un jeune âge, et donc une femme, bah, il peut y avoir quand même quelques a priori. Donc c'est là où il faut savoir réussir à s'imposer, d'autant plus, à jouer des coudes, à s'avancer devant, devant le client pour vraiment s'imposer entre guillemets et s'affirmer et affirmer son rôle et sa légitimité, ce qui est pas toujours évident. C'est vrai que d'en reparler avec toi, je sais que moi, une des raisons où j'ai eu envie d'arrêter, c'est que je voyais en fait les femmes qui avaient réussi, en fait, qui étaient devenues associées, voilà, elles étaient devenues très, je trouvais, masculines en fait, dans le sens où elles avaient un peu renié leur féminité, elles s'habillaient, voilà, toujours pareil, toujours un peu le côté uniforme en noir pour essayer de justement masquer ce côté plus féminin. Et je trouvais aussi que dans leur caractère et leur façon d'être, elles étaient devenues assez dures en fait. Et bah justement en fait, je pense pour se faire respecter, pour faire sa place. Et je sais que c'est quelque chose où je me suis dit mais moi j'ai pas envie de devenir comme ça en fait. Oui, je comprends parfaitement. C'est aussi un sentiment que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Encore une fois, c'est pas des généralités, mais moi-même, en fait, je vois que c'est aussi la personne que je tendais à devenir. Moi, qui était quelqu'un qui a toujours aimé vraiment m'habiller avec de la couleur, etc. Pendant un moment, j'avais eu l'impression, surtout finalement les premières années, quand justement on a le sentiment qu'il faut vraiment faire ses preuves, etc., montrer qui on est, s'affirmer, montrer qu'on a sa place, prendre sa place en tout cas. Donc c'est vrai que je voyais que j'avais tendance à m'habiller avec des choses beaucoup plus classiques, comme ce qu'on va retrouver plus traditionnellement en finance, donc le tailleur gris, bleu, des robes en tout cas assez neutres, noires et compagnie. Et ça finalement, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu que c'est plutôt dans les dernières années, donc de mon exercice en finance, où j'ai commencé à m'affirmer davantage et à réaliser qu'en fait, là où je me sentais le plus à l'aise et le plus moi-même, et donc où ça se passait le mieux aussi dans mes entretiens avec les clients, dans mes rendez-vous professionnels, etc., c'était quand je m'écoutais et que j'essayais d'être au contraire plutôt moi-même. Donc évidemment toujours avec un formalisme qui va avec ses fonctions, mais quand je m'autorisais certaines tenues qui restaient tout à fait classiques et adaptées aux fonctions, mais avec une petite touche de fantaisie. Donc ça allait être par exemple une robe rouge plutôt qu'une robe noire ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi affirmée dans mon rôle que quand finalement je m'étais un peu écoutée et que je m'étais laissé l'opportunité d'être la personne que je suis. C'est vrai que c'est aussi une des raisons qui font qu'aujourd'hui j'ai vraiment choisi la robe comme outil pour permettre aux femmes de prendre le pouvoir. C'est de se dire que c'est pas parce qu'on est une nana dans un environnement assez masculin, dans un environnement avec une certaine rigueur, un certain formalisme, qu'on peut pas s'autoriser d'être soi. Et moi, aujourd'hui, un de mes partis pris avec les designs que je propose, c'est justement les robes que j'aurais aimé avoir pendant que j'étais en finance. Donc des robes qui restent très féminines, qui renient pas du tout leur féminité, au contraire, mais qui montrent qu'on peut conserver ce côté féminin, ce côté coloré, tout en ayant vraiment beaucoup d'allure, beaucoup d'élégance. Et c'est vraiment ça que je veux proposer avec mes créations. C'est vrai qu'il y a le petit détail et en même temps, on peut les porter assez facilement au bureau. Alors, justement, comment tu as eu le déclic? Donc, après 10 ans, de dire, surtout, t'étais déjà maman d'une petite fille. Donc, c'est pas évident quand on a, j'imagine, peut-être un prêt, une famille. Comment tu te dis, bon, voilà, finalement, je vais écouter ce que j'ai toujours eu envie de faire? Je pense qu'il y a pas une seule, je pense qu'il y a autant de reconversions qu'il y a d'expériences personnelles. Moi, dans mon cas, je pense que ça a été la conjonction de plusieurs événements, certains heureux, comme effectivement la naissance de ma fille, d'autres plus difficiles, des soucis de santé assez importants, de personnes très proches, etc., qui tout combiné ont vraiment joué. Donc c'est vrai et clairement la naissance de ma fille a été, et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup quand j'ai lu effectivement des personnes qui ont donné naissance, qui sont devenues maman ou papa et qui racontent comment ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses dans leur quotidien, mais vraiment aussi dans la personne qu'ils sont et dans leur manière de voir la vie. Et c'est vrai que j'avais, au début, avant d'être maman, je me disais, c'est quand même étonnant. Enfin, finalement, effectivement, c'est un grand chamboulement. On accueille un bébé, une personne de plus dans son foyer. Mais de là à ce que ça chamboule à ce point-là qui on est, la manière dont on voit la vie. Et en fait, la vérité, c'est qu'effectivement, ça a un impact massif. En tout cas, dans mon cas, ça a eu un impact massif. Mais si je détricote un petit peu le fil et que je remonte la chronologie, moi, c'est effectivement mais c'est même pendant ma grossesse. Donc, c'est avant l'accouchement qu'une vraie réflexion a commencé à s'opérer. Et la raison à ça, elle est assez simple. C'est
mon arrêt maternité, j'allais dire arrêt maladie, mais en l'occurrence oui, parce que dans le cadre de ma grossesse, j'ai été arrêtée beaucoup plus tôt. J'ai été arrêtée à 5 mois puisque j'avais risque d'accouchement prématuré. Enfin bref, donc il fallait que je reste alitée de manière assez stricte, donc c'est-à-dire canapé. À ce moment-là, on était dans notre précédent appartement. En plus, on était au 4e étage sans ascenseur, et ça, les gynécologues, les escaliers, quand on est enceinte avec un risque d'accouchement prématuré, ils aiment pas du tout. Donc j'avais vraiment quasi interdiction de sortir de la maison. On me disait une fois par semaine maximum. Donc c'est vrai qu'à 5 mois de grossesse, quand on est quelqu'un qui ne supporte pas de rester assise, je suis quelqu'un d'assez hyperactif, toujours en mouvement, qui suis pas spécialement casanière. Donc c'est vrai que ça a été une vraie douche froide. Et en termes professionnels, ça a été aussi un énorme chamboulement, parce que c'était tout simplement la première fois depuis que j'avais commencé à exercer. Donc à ce moment-là, ça faisait un peu plus de 7 ans que j'étais en fonction, que j'étais arrêtée comme ça, et que j'ai eu plusieurs mois. Là, on parlait au début d'introspection, face à moi-même, littéralement. Et là, c'était contrainte et forcée, mais j'avais vraiment que ça à faire, introspecter, parce que j'étais vraiment sur le canapé pendant plusieurs semaines. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment la première fois, parce qu'avant ça, même pendant les vacances, j'avais jamais pris plus de 2 semaines de vacances d'affilée. Donc, à chaque fois, c'est des petites coupures super, mais c'est pas des périodes pendant lesquelles on a vraiment l'occasion, de plonger dans soi-même, de prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien. C'est aussi pour ça que finalement les années passent et qu'on s'en rend pas vraiment compte et qu'on s'enferme dans des habitudes. C'est parce que finalement on a tous des quotidiens qui sont tellement chargés entre nos obligations, nos fonctions, etc. Donc finalement on n'a pas vraiment l'occasion de s'arrêter un instant et de dire stop, est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais? Est-ce que ça ressemble à la personne que je suis? Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je veux pour moi, pour ma vie? Et là, ça a été la première occasion que j'ai eu de le faire. Donc, contrainte et forcée, mais ça a été l'occasion. Et c'est là où il y a une petite graine, je pense, qui a commencé à germer et qui m'a dit, ouais, en fait, tu réalises que même si ce que tu fais en finance, ça t'intéresse, même si intellectuellement c'est très riche, même si tu as la chance de bosser, parce que j'ai toujours travaillé, j'ai eu la chance d'être toujours très bien entourée, que ce soit avec mon supérieur direct, qui était pour moi vraiment un grand mentor et une personne qui m'a énormément appris. J'ai eu la chance d'avoir des collègues aussi qui, pour vraiment dans mes collègues proches, étaient des personnes sur qui j'ai toujours pu compter. Donc voilà, il y avait beaucoup de positifs, mais il y avait aussi tout ce stress indéniable que j'avais énormément de mal à gérer. Ce sentiment quand même récurrent de pas être aligné avec moi-même, de pas faire quelque chose qui était vraiment ce à quoi j'aspirais sur le long terme. Et ça a vraiment été pendant ces semaines de repos forcé que j'ai commencé vraiment à le réaliser. Après, ça a été, moi, il y a eu une conjonction d'événements assez étonnante, mais qui explique aussi comment les choses se sont produites. Donc, je sors de mon congé, j'accouche, tout se passe bien, je donne naissance à ma fille. Là, ça a été des mois assez compliqués. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément le profil de la maman pour qui resplendissante après l'accouchement, etc. Pour moi, du repos forcé que j'avais eu avant, c'est vrai que j'avais un peu le sentiment qu'on m'avait pas volé, mais un petit peu en fait, un peu volé mes dernières semaines de femme juste en tant que femme et pas de maman. Et donc j'ai eu un peu de mal à vivre ça. Après, j'ai toujours pareil, le manque de confiance en soi quand il y a eu ce petit être adorable qui est arrivé, mais je me disais mais je vais pas savoir m'en occuper, je fais tout mal. En plus moi j'avais vraiment aucune expérience avec les enfants, jamais fait de babysitting ni rien, donc j'atterrissais complètement. Donc ça a été des semaines assez compliquées. Ce qui fait qu'au final, après mon congé maternité, quand j'ai eu l'occasion de retourner bosser, j'étais ravie. C'était le bonheur absolu. Et c'est là où tu vas comprendre où je vais en arriver, on était en janvier 2020 quand j'ai repris le boulot. Et alors là, moi, c'était vraiment le bonheur parce que déjà, je sortais enfin de chez moi, parce que même pendant le congé maternité où j'étais plus enfermée, mais le fait est que quand on a un tout petit bébé, on sort pas souvent, et voilà, surtout quand c'est les mois où il fait froid. Donc j'avais vraiment passé quasiment 6 mois cumulés, grande partie enfermée à la maison, dans des petits appartements parisiens où il n'y a pas de balcon, etc. Donc vraiment compliqué. Donc je reprends le boulot, ravie, je retrouvais mes collègues, je retrouvais des vraies interactions avec d'autres personnes qu'un bébé, et voilà, donc c'était vraiment le bonheur. À ce moment-là, j'avais mis ces réflexions que j'avais eues pendant mon repos complètement de côté, et je reprenais mes fonctions. J'étais ravie de pouvoir, même si c'est vrai que les déplacements à l'étranger, ça m'ennuyait un peu, parce que c'est pas évident à gérer quand on a un petit bébé, mais bon, voilà, j'étais contente de reprendre le boulot. Et puis arrive mars 2020, le Covid. Et alors là, ça a été une douche froide énorme, parce que à peine 3 mois, même pas 3 mois après être enfin ressortie de la maison et d'avoir repris des fonctions, voilà, le président annonce qu'on doit tous rester enfermés chez nous. Et ça, vraiment, moi, ça a été terrible. Ça a été terrible parce que du coup, je l'ai vraiment hyper mal vécu. Ce sentiment, justement, d'être à nouveau enfermé, ça a été les premières semaines, c'était vraiment terrible. Je pleurais beaucoup. Et du coup, voilà, enfin, vraiment beaucoup de mal à gérer ça. Et après ces premières semaines un peu compliquées, finalement, j'ai étonnamment réussi à prendre du recul.
Et je pense que dans ce cas-là, le contexte était différent. Là, j'étais pas toute seule enfermée à la maison. Bah, du fait, il y avait mon mari aussi qui était avec moi puisque lui aussi était assigné à domicile. Et finalement, on avait quand même notre petit bout qui à ce moment-là avait tout juste 5 mois et que finalement, s'il n'y avait pas eu le Covid, ben on l'aurait très peu vu grandir parce que les journées auraient été 8h, 19h à la crèche et nous arrivant en vitesse la récupérer, ensuite bah, la faire manger, dormir, finalement la voir jamais. Et là, nous, on a eu l'occasion de la voir grandir. Donc ça a été quand même une grande richesse du Covid dans ce cas-là. C'est passé vraiment la dureté de l'annonce et des premières semaines, ça a été de réaliser, bah écoute, vois-le peut-être comme une opportunité aussi et comme le positif que tu as à en tirer. Et donc, bah, j'ai switché vraiment d'état d'esprit. Et ça s'est fait étonnamment un peu, pas du jour au lendemain, mais si presque, et où j'ai décidé de me concentrer sur le positif. Et bon, après, il y a conjonction de plein d'événements à ce moment-là, mais notamment le fait que je décide de aussi m'autoriser de reprendre soin de moi, de me remettre au sport, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps, etc. De profiter justement de ces semaines de confinement, comme je pense pas mal de personnes, pour refaire voilà des choses qu'on faisait plus en temps normal puisqu'on avait juste plus le temps. Et là, moi, ça a été vraiment de découvrir que quand on était à la maison et qu'on travaillait depuis la maison, bah non seulement on pouvait être tout aussi efficace, même si dans mon cas vraiment les interactions avec les collègues me manquaient, et qu'on pouvait vraiment gérer son quotidien d'une manière plus apaisée finalement, de plus s'écouter, de plus être aligné avec soi-même. Donc voilà, je me suis remise au sport, je profitais de ma fille, et tout ça mis bout à bout, ça a commencé à déclencher un peu, vous savez, comme dans les westerns où il y a botte de foin là qui tourne et qui grossit. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est enclenché et la volonté, pour la première fois depuis des années, de m'écouter et de m'autoriser de m'écouter et d'entendre ce dont j'avais envie. Et voilà. Et donc ça a été, c'est là où vraiment la réflexion que j'avais initiée pendant mon arrêt avant d'accoucher a repris du pas et où je me suis autorisée à prendre du recul et à accepter que j'avais pas besoin, que j'étais pas obligée d'être heureuse dans ce que je faisais aujourd'hui, que j'avais le droit d'accepter que c'était plus la personne que j'étais, que même si j'y avais trouvé beaucoup d'intérêt, même si ça m'avait apporté beaucoup de positif, ça avait le droit de, voilà, il y avait pas, enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je m'autorisais à penser qu'il y avait pas de honte à plus accepter, à plus vouloir de ce quotidien et à se dire que l'important aujourd'hui était ailleurs. Donc c'est comme ça que vraiment la réflexion s'est faite et après la décision vraiment de passer le cap et de démissionner pour de bon, c'est là où ça a été plus des événements assez difficiles pour moi, assez douloureux avec ma maman qui a une assez lourde maladie depuis pas mal d'années et là c'est une période où il y a eu des complications vraiment sévères et c'est juste ça qui a été l'élément déclencheur. Je me suis dit c'est pas possible, on n'a qu'une vie. Scarlett, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attire, qui te fait envie, qui te passionne. Laisse-toi ta chance et laisse-toi ta chance parce que tu as besoin d'être heureuse, tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit de t'écouter et de suivre vraiment ce que ton cœur te dit et pas juste ta tête. Donc c'est là où j'ai, pour la première fois, je pense, de ma vie, ou depuis vraiment très longtemps, accepté justement de débrancher un peu le cerveau. Pas complètement, parce qu'il s'agit pas de faire les choses de manière, et ça c'est pas mon caractère de manière brouillon ou irréfléchie, mais juste d'accepter de le mettre un peu de côté pour laisser le cœur s'exprimer un peu plus. Et voilà. Donc je me suis, ça c'était avant l'été 2021 du coup. Oui, c'est ça, on est en 2022. Et le 1er septembre, je suis allée voir mon responsable. Et ça a été très dur parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et qui a été vraiment un grand mentor pour moi pendant toutes mes années en finance. Donc c'est vraiment la partie que j'appréhendais. Mais le 1er septembre, à son retour de vacances, je suis allée voir dans son bureau et je lui ai annoncé qu'il y avait un projet qui me tenait à cœur et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais qu'après, l'idée était vraiment de voir avec lui la meilleure manière pour assurer la transition puisque mon but était absolument pas de les mettre dans l'embarras ni rien, mais qu'en tout cas ma décision était prise. T'as pas eu peur de leur dire? Je sais que moi, quand j'ai démissionné, j'ai juste dit que je faisais une pause, en fait. J'étais gênée de parler de ce que j'allais faire, parce que j'avais un peu peur des réactions. Toi, tu l'as vécu comment? En toute franchise, je pense que j'ai aussi un peu ressenti ça parce que je me dis, bah voilà, c'est vrai que quand on est dans des milieux qui sont tellement carrés, assez voilà cartésiens, etc., la finance, les chiffres, où finalement c'est un peu une sphère où beaucoup de personnes quand même ont assez haute opinion d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, etc., et où le reste n'est pas forcément, enfin, peut parfois être vu comme pas de la même, pas aussi valorisant, etc. Un peu superficiel aussi. Donc c'est vrai que c'était un peu une crainte. Après, moi, j'avais vraiment envie. Encore une fois, je pense que c'est parce que c'était mon boss, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'avais une relation au-delà du professionnel, vraiment une relation amicale aussi, quelqu'un j'ai vraiment confiance. Donc j'ai voulu vraiment être parfaitement transparente. Et comme je croyais aussi vraiment dans mon projet et que j'avais pas envie d'en avoir honte d'aucune manière, donc
je lui ai parlé. Je lui ai parlé que j'avais envie de faire des robes, tout simplement, et que j'allais pas les faire n'importe comment. J'allais les faire et que si je décidais de le faire, c'est parce que j'avais plein de valeurs et de passion derrière que je voulais justement transporter, transposer à travers la robe. Donc je lui ai vraiment expliqué mon projet. En fait, ce qui est marrant, c'est que alors même que justement le stylisme avait toujours été pour moi une passion, vraiment c'était mon objectif de mes 3 ans à mes 17 ans, à partir du moment où j'avais choisi de faire finalement des études, de faire une croix sur un bac littéraire, mais de partir en scientifique et ensuite l'économie, etc., j'avais entre guillemets un peu fait une croix dessus tout court dans ma tête où je l'avais vraiment mis de côté en me disant bah tant pis pour toi Scarlett, t'as décidé de le mettre de côté, maintenant t'assumes et tu fonces dans ce que t'as choisi de faire. Et ce qui fait que même si j'ai toujours été une grande passionnée de mode, même si je me suis toujours intéressée, enfin j'ai toujours dessiné, j'ai toujours adoré m'habiller, porter des beaux vêtements, découvrir des jeunes créateurs, des moins jeunes créateurs, vraiment tout ça a toujours fait partie de mon quotidien, mais j'avais complètement mis de côté l'idée que ça pourrait être un jour ma vie aussi professionnelle. Et étonnamment, à partir du moment, donc avant l'été 2021, quand j'ai vraiment acté qu'il fallait qu'il y ait un changement et que j'allais me donner ma chance, et donc que j'ai passé l'été à travailler sur mon projet, mon business plan, etc. Tout m'est apparu assez évidemment. À partir du moment où j'ai vraiment entrouvert cette petite porte et où je me suis dit, bah si Scarlett, tu vas y aller et tu vas te laisser ta chance, il y a tout qui est, je pense, des années en fait d'idées accumulées, de souhaits, de manières de voir les choses que je devais mettre dans un petit coin de ma tête, même inconsciemment, et qui sont ressortis au grand jour et qui me sont tombés dessus littéralement. Et finalement, c'est pour ça que c'est allé assez vite. C'est vrai que quand j'en parle, d'ailleurs, quand on en parlait, tu me disais, c'est marrant parce que finalement, entre le moment où tu as décidé, où tu as démissionné et ton lancement, il n'y a pas eu tant de temps que ça. Et peut-être que c'est vrai, effectivement, mais c'est à mon avis du fait de ça. Du fait qu'à partir du moment où j'ai accepté de croire en moi et de me laisser ma chance, il y a tout qui m'a apparu clairement. Et ensuite, c'était mettre en application, entre guillemets. Et là, bon, après, c'est la personne que je suis qui reprend le dessus et qui est du genre, quand tu as quelque chose en tête, elle l'a pas ailleurs. Et donc, elle fonce. Et ce qui fait que, voilà, fallait que ça aille vite. Et quelles ont été les réactions de ton entourage? Comment ton mari a réagi quand tu lui as dit j'ai envie de changer complètement de carrière? Enfin, c'est mon mari, donc il savait, il était le premier à constater qu'il y avait quelque chose, surtout ces dernières années, que j'avais de plus en plus de mal à gérer le stress des fonctions, le stress de l'environnement dans lequel j'étais, et que je me mettais moi-même beaucoup la pression, parce qu'après, c'est évidemment des fonctions en finance où il y a beaucoup de stress, etc., mais après, il y a des personnes qui arrivent très bien à le gérer et pour qui c'est pas un sujet. Moi, c'est le fait qu'il y avait ce stress, un environnement qui est très challenging, etc. Et moi, qui ai toujours eu du mal à gérer ça et qui ai toujours beaucoup intériorisé et pris aussi personnellement beaucoup de choses, ce qui est absolument pas la chose à faire quand on est dans des fonctions comme ça. Mais c'est vrai que ça, moi, c'est la personne que je suis et je prends toutes les choses vraiment à cœur. J'ai tendance à beaucoup prendre les choses personnellement. Donc, ils voyaient bien que ça me minait, que ça me pesait, que plus les années passaient et plus j'avais du mal justement à gérer tout ce stress que je m'infligeais, toute cette pression que je me mettais. Donc, il était le premier à constater qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que c'était pas une situation tenable encore sur le long terme. Et lui, il savait que j'étais quelqu'un qui avait, voilà, quand on regarde la maison, on voit qu'il y a pas mal d'œuvres d'art un peu partout, la création a toujours fait partie de ma vie, et ça, il est du coup le premier à le savoir. Ça a vraiment pas été une surprise. Il a assisté, on va dire, au cheminement qui s'est passé dans mes réflexions, etc. Il en était le premier témoin. Et là où j'ai énormément de chance, et ça, je le réalise parce que je pense que c'est pas forcément toujours le cas, c'est que, voilà, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui me soutient à 100%, qui, dans les phases plus difficiles, même encore aujourd'hui, où, voilà, les premiers mois d'entrepreneuriat, c'est des phases où on remet tout en question tout le temps, chaque jour, chaque heure presque. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il est le premier à me porter et à me dire non, enfin, voilà, vraiment à me soutenir, à croire en moi. Et ça, c'est une grande richesse. Et au-delà de mon mari, le reste de mon entourage, ma famille, je pense que oui, c'était peut-être une source d'inquiétude que j'avais de me dire, pas que je savais qu'il serait. Enfin, j'ai eu la chance toujours, moi, d'avoir des parents qui nous ont toujours poussés à suivre ce qu'on voulait faire et qui n'étaient pas du genre à nous brimer, à nous dire non, fais pas ça, etc. Ça a toujours été des parents, au contraire, vraiment à nous tirer vers le haut, tout simplement, et à écouter les personnes qu'on est, sachant que j'ai 2 sœurs. Mais c'est vrai que j'avais plus, en fait, peur de me dire, ils vont s'inquiéter parce qu'ils vont se dire, justement, elle quitte une situation où, elle a une bonne rémunération, elle a un confort, elle peut faire, voilà, elle peut partir en voyage, elle peut faire plein de choses. Et c'était plus ça qui m'inquiétait, que ça allait mettre finalement, que ça leur mette un stress que j'avais pas envie de leur mettre. Et en fait, ça a été plutôt une bonne surprise parce que, alors peut-être qu'ils ont ce stress, mais en tout cas, ils ne me le communiquent pas. Et au contraire, dès le début, ils m'ont montré qu'ils croyaient en moi et qu'ils étaient fiers de moi. Et ça, c'est énorme. Et comme soutien, voilà. Donc, du point de vue de l'entourage, j'ai vraiment de la chance, je pense.
C'est vrai que souvent, on anticipe des réactions qui sont pas forcément celles qu'on a finalement. On se fait plein de scénarios et puis le moment venu, finalement, bah, c'est pas ces scénarios qui se produisent. Et donc, tu décides de te lancer dans la mode. Comment tu te dis, je vais créer Carlos Carlos? Quelles sont un peu les étapes? Parce que entre, voilà, j'ai envie de lancer ma marque de mode et puis que ça ait lieu, c'est quand même énorme. C'est sûr. Bah alors là, les étapes après, c'est vraiment, je pense que c'est comme dans l'entrepreneuriat, quel que soit ce qu'on fait, et quel que soit le secteur, c'est plus, on part d'une idée et ensuite, bah, comme je disais tout à l'heure, un peu la métaphore, on détricote le fil, on tire sur le fil et on voit où ça nous amène. Et finalement, bah, c'est une idée va en entraîner une autre et de cette idée, on va se dire ah oui, mais alors du coup, faut que je fasse ça comme ça. Donc après moi, pourquoi typiquement Carlos Carlos, pourquoi les robes? Donc à partir du moment où j'avais acté que moi j'avais vraiment envie de d'enfin écouter ce rêve de jeunesse et de faire du stylisme, vraiment de créer vraiment la création vestimentaire. À partir de là, voilà, donc création vestimentaire, c'est très large, hommes, femmes, enfants. Moi, je savais que c'était les femmes simplement parce que, bah, de manière assez simpliste, mais peut-être parce que je suis une nana et que je visualise de fait davantage des vêtements. J'ai plus de facilité à créer des vêtements féminins qui me parlent, qui m'évoquent quelque chose. Et après, il y avait aussi le côté où plus là l'entrepreneur qui parle en se disant ok, Scarlett, des marques de fringues, il en existe plein. Donc, il va falloir quand même le but, c'est quand même à terme de réussir à en vivre de cette aventure. C'est pas juste de la création pour de la création. Donc, essaie de réfléchir à comment tu peux faire en sorte que ta marque, voilà, soit reconnue pour quelque chose. Et là, je me suis dit, bah, une étape, ça peut être d'essayer de se spécialiser un petit peu. Toujours en revenant à la personne qu'on est et ce qu'on a à offrir et aux valeurs qu'on veut porter. Et c'est comme ça que moi, finalement, c'est donc de vêtements féminins et dédié à la robe que le fil s'est tracé assez naturellement, tout simplement parce que c'était vraiment ce qui me ressemblait le plus. Et donc, je me suis dit, si c'est ce qui me ressemble le plus, c'est ce que j'arriverai peut-être le mieux à faire, ou en tout cas, là, j'aurais plus de valeur ajoutée à apporter à ce qui existe déjà, et pour me faire moi aussi ma petite place dans cette immensité de ce qui existe déjà, et pouvoir proposer ma petite patte à moi. Et là, c'est là où je me suis dit, bah, en plus, peut-être que se spécialiser, c'est pas mal parce que justement, ça permet d'essayer vraiment de se concentrer sur un produit sur lequel on va justement essayer de se faire reconnaître petit à petit et vraiment, voilà, se concentrer ses efforts sur un type de produit là où on a le plus de choses à apporter. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi naturellement, pour moi, vraiment naturellement la robe, simplement parce que même si au quotidien, je porte tout un peu d'autres vêtements, notamment des pantalons, ça reste vraiment ma pièce du vestiaire féminin que je préfère. Et au-delà de mon goût personnel, en plus, je trouve qu'il y a, après, c'est peut-être justement du fait que c'est celle que je préfère, mais quand je sais que je découvre une nouvelle marque, que ce soit un jeune créateur ou une marque plus connue, la première chose que je vais regarder dans leur offre de produits, c'est leur robe. Parce que pour moi, c'est vraiment là où on voit toute la griffe des marques, vraiment leur ADN, si je peux dire, leurs caractéristiques. C'est pour moi vraiment la pièce du vestiaire féminin où les créateurs laissent pleinement exprimer qui ils sont, ce qu'ils ont envie d'apporter, leur vision de la mode. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une pièce très forte et qui, contrairement à ce que on veut nous faire croire, n'a rien de dégradant dans le sens où ce serait un trop grand signe de féminité et donc qui remettrait la femme à une situation d'infériorité par rapport à l'homme, etc. Et la lutte pour pouvoir porter des pantalons. Pour moi, c'est deux débats complètement indépendants et on peut tout à fait exprimer sa force, sa puissance, sa singularité aussi en robe et on peut être féminine et tout en s'affirmant. Et alors, peut-être pour parler un petit peu de Carlos Carlos, toi, donc, tu fais des robes inspiration années 60-70, tout est made in France. Oui, tout à fait. Et c'est à partir de tissus de stock inutilisés de grandes marques en édition limitée. Donc, tu coches toutes les cases, on va dire. Et comment tu as choisi Carlos Carlos comme nom? C'est vrai qu'on m'a conseillé d'inventer une histoire d'un grand-père qui faisait de la couture, etc., qui s'appellerait Carlos. La vérité, c'est pas du tout ça. La vérité, c'est que j'avais juste envie, au moment où j'étais là sur mon bureau, de me dire, bon, c'est bien beau, tu veux faire une marque, faut qu'elle ait un nom. Donc au début, j'avais pensé Scarlett B, parce qu'après tout, Scarlett, voilà, et puis B pour mon nom de famille Bulté, mon nom marital, puis je me suis dit, ça fait quand même un peu Agnès B, j'ai pas envie d'avoir de soucis. Et puis en même temps, je me disais aussi que j'avais pas forcément envie d'utiliser mon prénom, j'avais vraiment envie de quelque chose que ce soit, voilà, quelque chose d'un peu indépendant de moi d'une certaine manière. Et j'avais envie de trouver un nom qui pour moi évoque, je sais pas, un mélange de justement des années 60, 70,
de ces étiquettes que je voyais sur les vêtements de ma grand-mère ou de ma maman, un peu à l'ancienne, un peu plus vintage, et que je trouvais super. Et j'avais envie d'un nom qui évoque tout ça. Et alors, pourquoi Carlos m'évoque ça? Ça, honnêtement, je ne saurais pas l'expliquer. Mais pour moi, Carlos, ça évoque un peu tout ça. Ça évoque ce côté un peu pop, un peu 70s, 60s. Et surtout, je le visualisais vraiment bien sur une étiquette un peu à l'ancienne, comme ça, un peu vintage. Donc, Carlos est venu vraiment comme ça. Et à partir du moment où je me le suis mis en tête, bah, c'était impossible de m'en défaire. Donc pour moi, c'était évident que Carlos serait le nom de ma marque. Après, pourquoi Carlos Carlos? Alors là, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est simplement qu'au moment d'aller déposer mon nom de marque à l'INPI, et ben donc je fais mes petites recherches d'antériorité, Carlos, habillement, et là, surprise, au Portugal et en Espagne, il y a énormément de Carlos qui font du prêt-à-porter. Donc je me suis dit, moi j'ai pas envie d'avoir de soucis, et en même temps ça m'embêtait parce que maintenant que je m'étais tellement accrochée à ce prénom que vraiment j'envisageais plus d'autre chose. Et j'étais à mon bureau, je me revois, j'avais vraiment la tête entre les mains à me dire et à répéter en fait Carlos pour trouver un autre nom de marque. Et en répétant le Carlos, je me suis dit bah finalement Carlos Carlos, répéter comme ça 2 fois, bah c'est assez sympa. Ça a un côté un peu incantation et très chantant. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, go. Et là, Carlos Carlos, je me suis dit, quand même, Carlos Carlos Paris, avant que quelqu'un vienne me dire quelque chose. C'est super marrant d'avoir l'histoire derrière un nom, parce qu'on imagine souvent pas tout ça. Et donc, quand tu t'es lancée, est-ce que tu as décidé comment tu as fait en fait tu n'avais pas forcément de formation en stylisme, donc comment tu as fait pour pouvoir dessiner les modèles, trouver tes ateliers? Est-ce que tu pourrais donner peut-être des conseils pour des auditeurs qui voudraient se lancer? Oui, bah alors ça a été, pour le coup, ça a été vraiment beaucoup de travail. Même si finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit bah ça a été assez vite entre le moment où elle a démissionné et le moment où elle a lancé. La réalité derrière, c'est que ça a été vraiment des journées très longues, des semaines très longues. Surtout que moi, en fait, donc à partir du moment où j'ai annoncé ma décision de partir et le moment où je suis effectivement partie, il s'est écoulé 6 mois. Puisque voilà, j'ai annoncé mon souhait de partir en septembre et j'ai effectivement quitté mes fonctions à la banque qu'en février de cette année. Ma structure, la société Carlos Carlos Paris, je l'ai créée en novembre dernier. Et donc, c'est vraiment que depuis fin février que je suis dédiée à 100% à mon entreprise. Mais entre la création de la structure en novembre et fin février, j'avais déjà lancé beaucoup de choses, bah, toutes les formalités administratives qui vont avec la création d'une entreprise, mais aussi d'un point de vue création et production, voilà, j'avais mes premiers modèles que j'avais dessinés. Donc ensuite, bah, c'était trouver toutes les personnes dont j'avais besoin pour m'accompagner dans ce projet. Et c'est là où ça a été effectivement quelques mois assez intenses parce j'étais toujours à 100% dans mes fonctions à la banque et en même temps, je voulais vraiment avancer et que les choses soient lancées pour que fin février, je puisse, voilà, au moment où j'étais consacrée à mon entreprise, bah, je puisse partir sur une base déjà solide. Donc ça a été quelques semaines, oui, assez intenses. Après, moi, la difficulté que j'ai rencontrée et que peut-être d'autres personnes auront l'occasion de rencontrer et que d'autres assurément ont rencontré, c'est que vu que je n'avais absolument aucun réseau. Moi, mon LinkedIn à ce moment-là, c'était que des personnes en finance, c'était les clients que j'avais, c'était voilà mes intermédiaires en banque. Donc c'était vraiment un LinkedIn hyper finance, assurance, banque et pas du tout mode. Donc j'avais vraiment zéro contact. Même si moi je savais, voilà, j'avais mes dessins, je savais ce que je voulais faire comme produit, mais je savais pas vraiment comment m'y prendre au-delà du dessin. Et autant dire qu'entre le dessin et le vêtement porté, il y a quand même beaucoup d'étapes. Donc ça a été essayer de se concentrer et de faire étape par étape. Donc là, Instagram est devenu mon meilleur ami. J'ai vraiment passé énormément de temps et de nuits sur Instagram à scroller, à voir les marques que j'aimais bien, celles qui étaient relativement transparentes et donc qui communiquaient vraiment sur leur processus de production pour comprendre comment ils s'y prenaient, quelles étaient les étapes, parce que vraiment enfin, ça peut paraître idiot, surtout maintenant, là, je réalise maintenant que c'est quelque chose d'évident pour moi, mais se dire que entre le dessin, après, il faut quelqu'un qui te fasse les patrons, ensuite, enfin voilà, toutes ces étapes finalement, quand on n'est pas du tout dans le secteur, ça peut paraître, enfin voilà, a posteriori, ça paraît évident, mais sur le moment, c'est loin de l'être. Et des choses toutes bêtes, mais sur mes modèles où j'ai des boutons recouverts, là aussi, c'était, mais alors attends, le bouton recouvert, qui va pouvoir me le faire? Est-ce que l'atelier vous le faites? Non. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui fasse ça. Et les zips, je me les fournis où? Et sachant qu'à chaque fois, j'essaie vraiment d'avoir toujours de raccrocher à mes valeurs de marque, donc de pas me sourcer n'importe où. Donc, c'est aussi ça où ça rajoute une difficulté. C'est aller trouver
aller mettre toujours ses recherches en accord avec les engagements qu'on veut véhiculer à travers sa marque, etc. Donc moi voilà, c'est vraiment Instagram. J'ai passé beaucoup de temps sur Instagram, à voir un petit peu, à consulter aussi donc Instagram, Internet, à faire mes recherches sur les autres marques que j'aimais bien, celles qui communiquaient de manière transparente, qui avaient des valeurs qui se rapprochaient de celles que je voulais mettre en avant, et bah de fil en aiguille, essayer de trouver comme ça des contacts envoyer des messages sur Instagram, avoir des réponses ou pas. Malheureusement, la plupart du temps, c'est mes messages justement à d'autres créateurs, etc., rester sans réponse. Ce qui m'a un peu peiné, parce que je me suis dit, bah moi, j'espère que le jour où j'aurai un peu plus justement d'historique et de légitimité, on va dire, dans ce milieu, si quelqu'un me contacte, bah je crois que je serais ravie, au contraire, de pouvoir partager les petites connaissances que j'ai. Ça a été beaucoup de recherches en fait. C'est vraiment des recherches et aller frapper aux portes. Et c'est là où j'ai la chance d'être à Paris, c'est qu'en étant à Paris, bah il y a quand même pas mal de facilité pour justement aller frapper aux portes, puisque c'est encore quand même la capitale aussi de la création. Donc il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de fournisseurs. Et ensuite, bah, c'est vraiment aller se présenter et parler avec eux. Moi, c'est aussi en parlant avec ces gens-là, en allant les voir, les rencontrer, que bah, il y en a un qui m'a parlé, c'est un atelier qui m'avait parlé de l'atelier Émeric Ledin qui fait les magnifiques boutons recouverts que j'ai sur mes robes. Donc voilà, c'est un peu détricoté comme ça de fil en aiguille, qu'on prend des contacts, qu'on prend des informations, on stocke dans un coin de sa tête, on appelle, faut pas faut pas avoir peur de passer du temps au téléphone, par mail, sur Internet. Et voilà. Et puis petit à petit, bah, on arrive à se tisser son propre petit réseau. Donc on fait un petit fichier Excel pour tout enregistrer, pour être sûr de garder les contacts bien en tête, etc. Et après, il y a voilà, une fois qu'on a visité plein d'ateliers, une fois qu'on a rencontré plein de prestataires pour le modélisme, etc. C'est là où ça a été une partie assez difficile pour moi de choisir. Et finalement, parce que je me disais, là à nouveau, le manque de confiance en soi, à se dire, et si je prends pas la bonne décision, si je travaille pas avec le bon atelier, si, bref, toujours tout remettre en question. Et à un moment, faut juste accepter de se dire, bon, à nouveau, on débranche un peu le cerveau, on écoute son intuition, on écoute voilà, où est-ce que tu as le meilleur feeling. Et je pense que c'est vraiment une composante importante au début, c'est d'accepter, se faire violence pour croire en soi et pour écouter sa petite voix intérieure qui finalement nous dit, ben, t'as eu un très bon contact avec tel atelier, alors fais-toi confiance, fonce. Tu sauras jamais avant de faire si c'est une bonne décision ou pas, mais vas-y, essaye. Et voilà, au moins t'écoutes ce que ta petite voix intérieure te dit comme étant quelque chose de cohérent pour toi. Et pareil pour la modéliste avec qui je travaille, qui est une personne en or. J'ai énormément de chance de tomber sur elle. Elle aussi, derrière, m'a donné pas mal de recommandations sur d'autres contacts, d'autres fournisseurs, etc. Mais à chaque fois, j'ai accepté de débrancher un petit peu le cerveau et de me dire, bah ça, tu sais que tu as eu un super contact avec cette personne, ou ça t'a inspiré, ou au contraire, ça, t'as vraiment des doutes, ou t'as vraiment pas confiance, donc croix rouge, n'y va pas, et voilà. Il me semble que tu avais pris des cours du soir chez S-Mode, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à posteriori ou pas? Oui, complètement. Après, c'est vraiment une démarche. Donc ça, moi, c'était pas tant pour, et il faut pas se tromper quand on fait les cours du soir à l'Esmod, c'est pas tant de stylisme en tout cas, parce ils ont une super offre parce qu'ils proposent des cours du soir de stylisme, de modélisme. Donc il y a vraiment la possibilité aussi de faire les deux. Après, ce qui est sûr, c'est c'est un engagement certain puisque c'est 2 heures, donc c'est 4 heures par semaine, 2 heures. Moi, dans mon cas, c'était 2 heures le mardi soir, 2 heures le jeudi soir. Donc, sachant que j'ai commencé les cours en octobre 2021, à un moment où j'étais encore en finance avec ma petite fille et à lancer mon projet. Donc, c'est vrai que c'est peut-être là où je me suis dit, même si je regrette absolument rien, c'était assez difficile à gérer quand même le tout. Mais dans mon cas, j'avais vraiment la décision donc de le faire. C'était pas tant pour ce qu'il faut. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas y aller en se disant ça va me permettre d'apprendre à dessiner. C'est vraiment pas le but de cette formation. Là, c'est vraiment le stylisme sous tous ses aspects. Évidemment, on va quand même dessiner, mais ça va être d'apprendre les textiles, ça va être d'apprendre comment ils interagissent entre eux, ça va être aussi du marketing de marque, de l'identité de marque, de l'identité visuelle. Donc toutes les choses finalement qui permettent ensuite de pouvoir soit envisager de postuler dans des grandes maisons ou de lancer sa marque. Donc c'est vraiment quelque chose de très global et c'est en ça que ça m'a été vraiment hyper utile dans mon cas parce que moi encore une fois j'y allais pas, enfin, je dessinais, j'avais déjà l'habitude de dessiner moi j'ai toujours adoré ça, dessiner les robes, etc. Donc ça c'était entre guillemets check si je peux dire dans mon cas, mais par contre c'est vrai que j'y allais vraiment pour acquérir plus de technicité sur les matières, voilà, sur tous ces autres aspects pour le jour justement où j'allais aller voir ma modéliste, mon atelier, me dire que j'avais pas envie de débarquer comme une touriste et que j'avais envie de montrer que je prenais vraiment ce projet au sérieux. Et en fait, mon angoisse, moi, en me lançant comme ça, c'était vraiment d'être confrontée à des personnes qui verraient en moi la petite minette qui débarque de finance,
avec ses grands talons et qui s'imagine qu'on peut débarquer comme ça et devenir styliste du jour au lendemain, lancer sa marque du jour au lendemain. Et c'était absolument tout ce que je voulais éviter, puisque c'était évidemment pas mon état d'esprit et évidemment pas ce que je voulais véhiculer. Donc je me suis dit, je vais faire en sorte de vraiment, et parce que ça m'intéressait aussi vraiment d'acquérir justement de la technicité et des connaissances sur tous les autres aspects que je n'avais pas au-delà du dessin. Et donc voilà, donc c'est vraiment dans cette optique que je l'ai fait et pour ça je suis vraiment ravie parce que ça m'a effectivement apporté beaucoup, ça m'a permis de rencontrer des personnes super, des personnes beaucoup plus jeunes qui, l'essentiel d'ailleurs c'est marrant dans le cours, j'étais clairement la plus âgée d'ailleurs je crois, du haut de mes 31 ans. Mais parce que c'est vrai que c'était plus finalement des jeunes femmes qui envisageaient de se lancer dans des métiers de la mode, mais qui savaient pas trop, qui voulaient tester un peu plus justement leur intérêt ou si ça leur correspondait avant de peut-être envisager justement de suivre d'un cursus universitaire ou enfin voilà scolaire là-dedans. Donc c'était des démarches assez différentes, mais ce qui rendait aussi la chose justement très enrichissante. Ça t'a aidé justement pour te faire un network? Bah alors en l'occurrence, oui, dans le sens où j'ai eu la chance, il y a notamment déjà l'atelier avec lequel je travaille, c'est un ancien étudiant de l'ESMOD et donc ça c'est justement avec l'ESMOD. Donc quand j'étais dans mes recherches d'atelier, que j'en avais visité pas mal, qu'il y en a certains où je me disais oui, ça pourrait le faire, mais j'avais pas non plus, enfin j'avais pas eu voilà de coup de cœur ou une évidence qui m'était apparue. Et bon après il y a des problématiques de certains qui sont très gros, qui demandent des minimums de quantité, d'autres où voilà, on n'est pas assuré, on se verrait pas être parfaitement transparente sur ces ateliers-là parce que l'environnement de travail semble pas forcément adapté à ce qu'on recherche nous, ce qu'on veut mettre en avant dans le beau Made in France entre guillemets. Et donc c'est vrai que ça a été assez long pour moi de trouver l'atelier avec lequel je me suis lancée. Et en l'occurrence, voilà, cet atelier-là, c'est un ancien étudiant de l'ESMOD qui, j'ai l'impression qu'à l'ESMOD, la plupart des étudiants qui en sortent vont se diriger soit effectivement vers le modélisme ou le stylisme, et peu finalement décident d'ouvrir leur atelier de confection. Et ça, c'en est un de ceux qui, bon, il a déjà plusieurs années d'exercice, hein, il n'a pas ouvert son atelier tout récemment. C'est à travers l'ESMOD que j'ai fait sa connaissance et ça a été un bonheur absolu parce que c'est vraiment un atelier super avec des personnes qui travaillent magnifiquement bien. Et d'ailleurs, ils travaillent beaucoup pour la haute couture, donc ça se comprend quand on voit ce qu'il fait. C'est vrai qu'on n'a pas détaillé, mais est-ce que tu peux nous dire peut-être d'où viennent tes tissus parce que c'est super intéressant. Carlos, au-delà de faire des robes, comme tu l'as compris, comme on a commencé à l'évoquer, c'est d'avoir des vrais engagements derrière en faveur d'une mode plus responsable. Donc pour moi, ça passe par beaucoup de choses et la manière dont je souhaite le faire, c'est de prendre du recul sur le cycle de vie entier du vêtement. Donc vraiment de son dessin jusqu'à imaginer, après qu'il ait été porté par mes clientes, etc., ce qu'il deviendra. Donc j'essaie vraiment d'avoir une vision comme ça globale, inclusive et à long terme du vêtement et pas juste, moi je me contente de faire le vêtement, ensuite advienne que pourra. C'est vraiment, j'essaie de penser la chose dans sa globalité pour aussi contribuer à ma petite échelle, à une mode plus responsable. Ça passe par voilà le choix des prestataires, le choix de mes partenaires. Donc le Made in France pour moi c'est vraiment important et ça s'inclut là-dedans. Et ça passe aussi par le choix des matières. Donc dans le choix des matières, le choix que j'ai fait, et ça c'est vrai que c'est peut-être plus facile quand on est encore une jeune marque qui produit des petites quantités, c'est de me fournir parmi les fins de stock de grandes maisons de couture. Il y a 2 avantages à ça dans le cadre de ma démarche. La première, c'est que ça évite de produire des nouvelles matières, puisqu'on part de rouleaux qui sont déjà existants, qui ont été utilisés pour les collections de ces grandes maisons, mais elles n'ont pas forcément toutes utilisé, donc il va leur rester quelques mètres. Parfois, c'est vraiment 2 mètres, parfois c'est 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres, 300 mètres. Donc c'est très variable selon le tissu. Mais il va leur rester en tout cas ces bouts de rouleau, entre guillemets. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est comme il est interdit désormais de brûler ces stocks, de brûler voilà les matières restantes, etc. Ces grandes maisons ont décidé d'en tirer parti et d'ailleurs heureusement, mais voilà, ils ont décidé d'en tirer parti et de les proposer à la revente. Et un des pionniers là-dessus, c'est notamment LVMH qui a vraiment internalisé justement cette revente de leur fin de stock à travers l'entreprise qui s'appelle Nona Source et qui est celle auprès de laquelle où j'ai vraiment sourcé les tissus de mes 6 premiers modèles. Et donc l'avantage, voilà, il est vraiment écologique, où on évite de produire des nouvelles choses, mais on se base sur des tissus qui existent déjà et qui, plutôt que de les laisser en stock dans un coin, on va vraiment tirer profit jusqu'au bout, jusqu'au dernier centimètre. Et l'autre avantage, c'est quand on se concentre sur des tissus de grande maison, ce sont des tissus de très belle confection. La plupart de très belles matières, essentiellement naturelles. Moi, j'essaye vraiment de valoriser le travail de matière naturelle, donc la laine vierge, la soie, le coton. Donc je fais vraiment attention à ça lorsque je fais ma sélection de matières. Mais donc ça donne accès à cette très belle matière qui, de fait, normalement, devrait mieux résister dans le temps. Et c'est là où on en revient aussi au cycle de vie du vêtement, où si on prend
des belles matières, si on fait confiance à un atelier qui travaille très bien avec des belles finitions, bah, on a quand même plus de chances d'avoir à la fin un vêtement qui va vraiment durer dans le temps. Pour moi, c'est vraiment ce qui est important dans le fait d'avoir une mode plus durable, c'est littéralement de faire des vêtements qui ont la capacité de durer dans le temps. Et alors justement, cette qualité, elle a un coût, hein, parce que quand on veut produire en France avec des belles matériels, en général, c'est assez cher. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire une fourchette de budget pour quelqu'un qui voudrait lancer, pour les auditeurs qui voudraient lancer leur marque, peut-être qu'on ait un petit peu un ordre d'idée de ce que ça peut coûter et comment financer? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, moi, mon cas, je pense pas que ce soit vraiment une généralité. Moi, c'est, bah, comme on l'a évoqué, j'ai eu la chance donc de faire, enfin, la chance. J'ai exercé pendant 10 années en finance. On en a parlé. Ça permet d'avoir accès à des rémunérations assez jeunes déjà, qui sont plutôt bah, des rémunérations élevées par rapport aux moyennes. Donc, bah, c'est de l'argent qu'on met de côté. Et justement, en se disant qu'un jour, bah, peut-être qu'on se donnera enfin sa chance de suivre un autre projet. Donc, ça a été mon cas. Donc, c'est des économies mises de côté. Et le moment venu, moi, pour l'instant, ça a vraiment été, en tout cas les premiers mois, puiser justement. Enfin, je me suis alloué un budget dans ce que j'avais mis de côté en me disant, bah, ça, c'est le budget pour me donner ma chance et lancer mon rêve, mon projet. Au-delà d'un rêve, c'est un vrai projet. Donc, moi, c'est vrai que ça a été en autofinancement. Ça, je pense que dans mon cas, c'était possible. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça l'est pas forcément. Et pour autant, je pense qu'il faut pas penser que parce qu'on n'a pas d'épargne, etc., on peut pas envisager un projet comme celui-là. Je pense qu'on a une grande chance en étant en France, c'est qu'il y a beaucoup d'aides qui existent, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup d'accompagnement aussi, puisque l'argent, évidemment, c'est important, on va pas se mentir, mais il y a aussi tout l'aspect accompagnement pour faire les bonnes décisions avec l'argent qui nous est alloué. Moi, je sais que j'ai beaucoup été en contact avec la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris. J'ai beaucoup été en contact aussi avec la BPI. J'ai vraiment puisé dans les ressources. Leurs sites internet sont super bien faits. Il faut vraiment pas hésiter à aller chercher de ce côté-là. Il y a des mines d'informations sur le secteur de la mode pour préparer son business plan, pour préparer son étude de marché. Il y a énormément de formations qui existent, que ce soit avec justement ces entreprises-là ou avec d'autres plus privées, enfin, d'autres intermédiaires. Il y a tout ce qu'on a aujourd'hui, enfin il y a des financements qu'on peut avoir pour justement suivre les formations sans que ça nous plombe le budget, etc. Donc il faut vraiment pas hésiter à les contacter. Ils sont vraiment, c'est des personnes qui répondent, qui sont tout à fait disponibles, qui répondent et qui sont ravis d'aider. Donc moi je sais que ça a été vraiment une grande source d'information pour moi, même si pour l'instant c'est vrai que j'ai pas eu du fait que moi j'ai lancé les premières étapes en autofinancement. À ce jour, je les ai pas tant sollicités sur ces aspects-là, mais par contre vraiment sur les aspects plus d'accompagnement et quand même aussi des subventions qui pourraient exister parce que l'autofinancement c'est bien un moment, mais là moi c'est justement une des prochaines étapes, c'est commencer à regarder pour financer le développement de ma marque. Là moi j'ai financé vraiment le lancement, les premiers modèles, vraiment la mise en route et après il y a tout l'aspect de développement où là c'est encore un autre ordre de grandeur, donc d'autres problématiques. Et là donc moi c'est effectivement plus un accompagnement que j'initie aujourd'hui, de comprendre quelles sont les subventions justement auxquelles je peux prétendre, les financements, que ce soit bancaire ou par d'autres sources. Je pense que ça c'est une des chances qu'on a en France, c'est qu'il y a un vrai accompagnement qui existe et beaucoup de possibilités. Donc je pense qu'il faut pas, même si effectivement l'argent in fine c'est le nerf de la guerre, il faut pas, je pense, se bloquer à cause de ça. Il y a des solutions qui existent. Et c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce qu'on a un épisode justement qui est sorti hors série avec Transition Pro Nouvelle-Aquitaine qui justement permet de financer sa reconversion en ayant par exemple le chômage si on n'a pas eu la rupture conventionnelle, en pouvant suivre des formations. Donc c'est vrai que je mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode si les éditeurs veulent se renseigner sur les possibilités de financement parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de choses qui existent. Ça, moi, je ne le savais pas avant d'être concernée et c'est vraiment un super dispositif. Donc, effectivement, faut pas hésiter. Et toi, ça serait quoi ton plus grand rêve pour Carlos? Que ça continue à suivre. Pour l'instant, je suis vraiment heureuse parce que même si, alors c'est difficile de dresser des bilans, alors même que, donc moi, la structure, Ouais. elle va avoir environ un an, vraiment la création de la société, mais l'activité commerciale, entre guillemets, donc vraiment ce qui compte, n'a commencé que depuis juin. Donc c'est vraiment très récent, donc c'est encore un peu tôt pour dresser des bilans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment très heureuse de ces premiers mois. Parce que aujourd'hui, je suis vraiment ravie des robes que j'ai réussi à sortir grâce à l'aide, enfin, grâce à mon travail, mais aussi grâce à l'aide de la modéliste avec laquelle je travaille, grâce à l'aide de l'atelier qui fait un travail exceptionnel, grâce à toutes les personnes véritablement que j'ai rencontrées. Ça, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai pas eu de mauvaises surprises ou de mauvais contacts. Pour l'instant, j'ai été vraiment entourée de beaucoup de bienveillance et ça a été super. Donc pour moi, c'est beaucoup de motivation.
Et à travers tous les pop-up, les premières occasions que j'ai eues de rencontrer, d'aller à la rencontre de mes premiers clients, de toutes les personnes, c'est des retours très positifs. Donc des personnes qui sont vraiment sensibles à la démarche, aux engagements que j'essaie de porter à travers mes créations. Et ce que je souhaite, c'est vraiment que ça continue sur cette belle lancée, que je continue à proposer des robes qui permettent aux femmes de se sentir vraiment belles dedans et fortes dedans, et qu'elles puissent, qu'elles soient en finance, en droit ou dans n'importe quel autre secteur, juste porter un vêtement dans lequel elles se sentent à leur place, elles se sentent alignées avec qui elles sont, et qu'elles le fassent ressentir de fait dans leur capacité à s'affirmer dans leur position et à faire entendre leur voix. C'est vrai qu'elles, franchement, elles sont super belles, tes robes. Moi, j'aurais adoré, je pense, les porter avocate. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Je pense que c'est une reconversion qui nous ressemble. C'est-à-dire vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut. Écouter, à partir du moment où il y a une reconversion, je pense qu'il y a vraiment l'expression de quelque chose avec lequel on n'est plus, une situation avec laquelle on n'est plus aligné et quelque chose qu'on souhaite améliorer. Enfin, moi, je crois sincèrement que c'est pas une reconversion où on va trouver sa voie dans laquelle on restera jusqu'à la fin de ses jours. C'est juste, pour moi, une reconversion réussie, c'est vraiment une reconversion dans laquelle, à partir du moment où on se reconvertit et on se lance dans cette nouvelle activité, on se sent aligné avec soi-même. Ça veut pas dire que 10 ans plus tard, on doit toujours être aligné. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est que, je sais pas si c'est un biais qu'on a en France, mais on a tendance à nous faire croire dès le collège qu'il faut qu'on trouve notre voie et qu'on s'y tienne. Il y a encore ce côté un peu à l'ancienne où on avait une fonction qu'on exerçait toute notre vie. Je pense que ce qui est important aujourd'hui et ce que moi, je crois que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune, c'est que non. C'est que ce que tu vas décider là, quand tu as 16 piges et que tu connais rien de la vie, ça va pas à être contraignant pour le reste de ta vie. Ça va pas à dicter la personne que tu vas être pour les 60 prochaines années. Tu auras le droit de changer, tu auras le droit de bifurquer, tu auras le droit de te reconvertir. Et encore et encore. Et tant mieux si tu trouves directement quelque chose qui te passionne pour toute ta vie, mais ça va pas être non plus la voie royale. Et il y a rien de mal aussi à s'écouter et à comprendre que la personne qu'on est à 16 ans est pas forcément la personne qu'on est à 26, à 36, à 46 et ainsi de suite. Donc pour moi, une reconversion réussie, c'est vraiment une reconversion qui nous ressemble et qui ressemble à la personne qu'on est à un instant T. Et c'est vrai que c'est bien que tu le dises parce que justement, on a eu la première invitée à être réinvitée, Elodie, parce qu'elle s'est reconvertie. C'est vrai que c'est bien hein, parce que oui, on fait une reconversion et puis c'est pas pour toute la vie et c'est juste on décide d'arrêter quelque chose qui nous convient plus pour faire autre chose et on a toute une vie pour essayer plein de choses. Exactement. Et on n'a qu'une vie, donc c'est aussi pour ça que en tirer profit de la meilleure manière possible. Après, évidemment, il s'agit pas de dire qu'on n'a pas de contraintes ou qu'on ne doit pas prendre en considération d'autres choses. Et a fortiori, je le vois bien, j'ai une petite fille, etc. Enfin, on a tous des engagements, des contraintes. Il s'agit pas de dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais par contre, c'est vraiment sous contrainte entre guillemets, essayer de prendre les décisions qui sont les plus sensées par rapport à qui on est et ce qu'on souhaite. Et je pense que je suis de ceux qui pensent que quand on est aligné avec soi-même, ça peut, dans tous les cas, pas être des mauvaises décisions. Un grand merci, Scarlett. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux et ton site internet pour que les auditeurs puissent aller voir tes créations. Merci beaucoup. C'était super inspirant pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi de m'avoir écouté. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.